Alors bonsoir tout le monde. Donc ce soir nous accueillons pour une première conférence de la saison 2023-2024 au Collège franco-britannique. Nous accueillons John Mullen, qui est professeur à l'Université de Normandie depuis 2014 et l'un de mes anciens collègues de l'Université Paris-Est-Créteil. Il a également enseigné en tant que maître de conférence avant de devenir professeur donc de nombreuses années. Et John s'intéresse à la culture populaire, donc au sens large. Il a publié de nombreux travaux, des ouvrages, des articles sur différents aspects, mais notamment, moi j'ai beaucoup retenu la chanson populaire. C'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé, mais également sur la Grande Guerre. Et ce soir, il nous présente un sujet qui est nouveau pour lui, qui porte donc sur l'art contemporain au Royaume-Uni et son public. Et voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire, mais nous aurons de toute façon l'occasion après la présentation de John de discuter plus amplement et de lui poser des questions. Donc John, le floor is yours. Ok, merci beaucoup. Et merci d'être venu. Donc là, Britannique contemporain et son public, alors il s'agit d'une conférence introductive pour les... Je suppose que je vais vous présenter quelques artistes que vous ne connaissez pas. Alors voilà, donc, vous voyez à quel point je suis devenu français. Je commence par la structure de la conférence. Je vais parler de 3 institutions ou initiatives ou dispositifs qui gèrent la vie de la contemporaine en Angleterre, la Tate Gallery, le 4e socle, j'expliquerai ce que c'est au fur et à mesure, et le prix Turner, donc ça c'est les 3 institutions, et puis je vais enchaîner sur une présentation, genre 3 minutes chacun, d'une dizaine d'artistes marquants. Si vous avez un artiste contemporain britannique préféré, et j'en parle pas, je suis désolé, mais c'est un peu la vie. Et alors, commençons peut-être avec ce sondage, il y a 4 ans, un sondage, qui sont les artistes favoris des Britanniques. C'est un institut de sondage très sérieux, YouGov. Et voilà, vous voyez donc, bienvenue, vous voyez là donc les 10 artistes les plus populaires en Angleterre. Bienvenue, madame. Alors on remarque tout de suite qu'il n'y a que 4 Anglais et les autres places sont pris par des artistes d'autres pays. Peut-être pas très surprenant comme choix d'ailleurs. Et il y a 4 Anglais, un au numéro 1, Banksy, j'en parlerai tout à l'heure, je pense que vous connaissez vaguement, mais je vais en parler un peu plus. 2 autres de l'époque classique, début 19e, Turner et Constable, et puis un autre du 20e que vous connaissez peut-être pas, dont je vais parler. Donc ça, c'est les préférés. Et alors passons directement donc à l'art contemporain et comment ça marche en Angleterre. Mais d'abord, on se pose la question de, pour le 20e siècle, pour le 21e siècle, qu'est-ce que c'est que l'art? Et pour faire la version 2 minutes, la 19e siècle, notamment avec l'invention de la photographie, débouche sur une situation où ce n'est plus raisonnable de simplement vouloir présenter ce qu'on peut voir, même en sélectionnant ce qu'on trouve le plus beau. Et une série d'artistes qui est extrêmement connus vont considérer que on peut plutôt se concentrer sur les impressions de la lumière, ou bien on peut décomposer les structures de ce qu'on voit et des figures humaines, ou bien que ce sont les émotions du peintre qu'on doit voir sur le tableau présenté. Lorsqu'on arrive au tournant du XXe siècle, c'est l'art abstrait qui monte, qui considère que plutôt que montrer ce qu'on voit ou ce qu'on pourrait voir, on va montrer quelque part un univers imaginaire. Moi, avec Mondrian, j'imagine toujours que les lignes continuent à l'infini dans chaque sens, et donc toutes ces œuvres sont des petits extraits d'un grand univers. C'est comment je fais moi. Et d'autres artistes deviennent encore plus abstraits quelque part parce qu'ils se concentrent sur le processus
Ou Pollock, il va dire que même si vous jetez une pierre, si vous êtes vraiment conscient du sens de cet acte, ça c'est aussi de l'art. Alors là, on est directement dans l'idée de l'art conceptuel, où ce qui compte n'est pas le savoir-faire, n'est pas la compétence technique. Après, il y aura d'innombrables innovations par la suite, et je vais en parler de quelques-uns dans le cas britannique, mais une de mes préférées, c'est donc les présentations de cristaux décédés récemment. Là, c'est le Reichstag de Berlin, empaqueté, c'est eingepackt Reichstag. Et pour moi, alors bon, justement, l'œuvre d'art, et notamment l'œuvre d'art moderne, n'est pas censée donner une seule interprétation, mais ouvrir une gamme d'interprétations, pas infinie, mais plurielle. Alors pour moi, il n'y a rien de moins emballable que le Reichstag. C'est un monument, c'est le centre quelque part de l'histoire du XXe siècle. C'était le centre pour Hitler, avec l'incendie du Reichstag, et puis le Parlement de l'Allemagne réunifiée. Quelque part, c'est un monument lourd, trace d'histoire, et on va l'emballer comme si on pouvait le donner en cadeau d'anniversaire, en cadeau de Noël. Donc pour moi, il y a un côté ludique, il y a un côté, voilà, de voir les choses différemment, en tout cas, et c'est donc certainement pour l'art contemporain, que ce soit britannique ou autre, regarder autrement, c'est une des revendications grandes. Bon, là, il y a 2 ans, je crois, à Paris. Alors, bon, il était temps que je commence à parler du Royaume-Uni quand même. Et alors, commençons par la Tate Gallery. Alors, la Tate Gallery, en fait, c'est un réseau de 4 musées d'art. Le Tate Britain pour l'art britannique, le Tate Liverpool, simplement pour avoir une antenne en dehors de Londres, et un autre en Cornouailles. Mais celui dont on veut surtout parler, ça c'est le Tate Britain, celui dont on veut surtout parler, c'est celui ouvert en 2000, le Tate Modern, qui, comme vous le voyez peut-être, a été installé dans un bâtiment reconverti qui avant était une centrale électrique. Et alors déjà il y a une prise de position par rapport à le bâtiment industriel choisi. C'était un succès énorme. D'ailleurs justement j'ai vu un entretien tout récemment avec le directeur qui dit que de nos jours en Angleterre il y a davantage de gens qui vont au musée d'art que ceux qui vont au match de foot. Quand vous considérez la tradition du foot en Angleterre, bon, j'ai pas vu les chiffres exacts, mais le fait qu'ils puissent le dire, sont quand même extrêmement populaires. Et ce qui est très anglais de tout ça, c'est que le Tate Modern est gratuit, comme l'essentiel des musées nationaux en Angleterre. En tout cas, le Tate Modern, c'est le 4e musée d'art dans le monde par le nombre de visiteurs. Le numéro 1, c'est le Louvre quand même. On regarde encore la tête. Il y avait 3,8 millions de visiteurs en 2022. Donc ça fait 1 million de plus que la National Gallery à Londres, qui est une art beaucoup plus traditionnelle, qui parle je pense, du 13e, 14e jusqu'au 18e essentiellement. Comme quoi, l'art moderne, là où il a pu être très controversé dans les années 60-70, a quand même conquis une très large public, même si les controverses continuent, et je vais vous en parler. Voilà, vous avez les images des autres déclinaisons de la Tate à Liverpool, et puis j'ai enlevé le dernier parce qu'il y avait peu de temps, dans le Cornouailles. Alors, le deuxième initiative, ou le deuxième dispositif dont je veux parler, c'est le 4e socle, et c'est mon initiative préférée, et j'ose espérer que la plupart d'entre vous ne savez pas ce que c'est, comme ça vous auriez au moins appris quelque chose. C'est littéralement le 4e socle. Il y a 4 socles, c'est pas le premier niveau, donc voilà, je vais vous montrer ça. Voilà le 4e socle. Et alors, il se trouve à Trafalgar Square. Alors, donc, Trafalgar Square, donc, un centre très très symbolique du centre de Londres devant la National Gallery, pas loin du Parlement, avec au milieu une énorme colonne, avec en haut l'amiral Nelson qui a gagné la bataille de Trafalgar, tout autour des lions, évidemment, et puis 4 socles avec des statues dessous. Un général qui a conquis l'Inde, ou le nord de l'Inde, ou le sud de l'Inde, j'oublie. Un autre général qui a encore tué des Indiens, hein, c'est quand même faire, les Anglais. Des héros, entre guillemets, de l'Empire britannique. Le troisième, au nord, il y a 2 socles,
dans celui-ci. Ils sont un peu plus grands, et c'est pour des statues équestres. Et il y a effectivement, parce que j'ai la liste de qui y être, là, il y en a un où il se trouve le statue équestre, voilà, du roi Georges IV. Georges IV, donc de 1820 à peu près, si je ne me trompe. Voilà, et donc le roi à cheval, qui sans doute est en route pour une bataille ou quelque chose. Et le quatrième socle était prévu pour une statue équestre de Guillaume IV, encore un roi, mais ils n'avaient pas assez d'argent, donc il est resté vide pendant 150 ans. Ils ne sont pas très rapides des fois les Anglais. Et c'est en 98 que le Royal Society of Arts décide que ce serait pas mal de mettre tous les 6 mois une œuvre d'art contemporain là-dessus. C'est un endroit où il y a des dizaines de millions de touristes qui passent chaque année. C'est aussi, le Trafalgar Square, c'est aussi le centre des manifestations. Alors, c'est un peu Bastille ou République plutôt de ce point de vue-là. Alors, c'est ça ce qu'ils font. Et ils vont commencer à mettre des œuvres contemporaines qui ne vont pas être forcément britanniques, hein, ils peuvent être britanniques ou venus d'ailleurs, et d'ailleurs justement ça ouvre un petit peu la question, parfois on se demande si ça existe l'art contemporain britannique, dans le sens que à la fois les études de l'art et le marché de l'art c'est tellement internationalisé que ça se trouve qu'il n'y a plus vraiment une spécificité britannique. Donc là, vous avez le Woodrow, alors vous voyez, c'est un arbre qui plonge ses racines dans des livres. Bon, je n'ai pas une interprétation précise à proposer, ça s'appelle sans se soucier de l'histoire. Voilà, donc c'est... Néanmoins, je pense qu'ils ont à chaque fois choisi des choses qui ne sont pas trop inaccessible d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que c'est pas évident d'interpréter, mais c'est pas non plus quelque chose comme on va voir tout à l'heure, des œuvres qui on peut se retrouver un peu sans savoir quoi penser. Ça c'est donc Bill Woodrow. Le deuxième est d'un couple d'artistes du Danemark et du Norvège en 2012, et ça s'appelle des structures sans pouvoir. Et là, on voit un thème très important dans l'art contemporain, l'importance de la situation. C'est-à-dire que là, on est à Trafalgar Square, entouré de chaque statue équestre ou non équestre, des héros de l'Empire britannique, et alors on va mettre un petit enfant doré sur un cheval à bascule. Il est difficile de ne pas y voir un petit pied de nez aux statues équestres héroïques, et ça a beaucoup plu au grand public. Et alors, je pense que c'est un bon exemple parce que autant il n'y a pas une interprétation très fermée, qu'il faut penser ça et pas autre chose, autant il y a une série d'interprétations qui ne sont pas très difficiles pour celui qui n'est pas du tout expert en art. Alors les artistes ont dit que ça représentait l'enfant qui est également un héros, parce que pour arriver à l'âge adulte, il faut être héroïque. Je trouve que ça se défend comme thèse. Donc voilà, ça c'était une chose. Et alors l'importance de la situation, de l'emplacement est très visible là. Et ce qui va également être le cas pour le suivant, c'est donc en 2010, c'était Nelson Ship in a Bottle, le navire de Nelson dans une bouteille d'un Britannique, un noir britannique qui a les pareil. Et là, en fait, c'est Nelson là-haut, sur la colonne, un grand amiral qui n'a peur de rien sauf des pigeons. Et là, on a le navire de Nelson dans la bouteille avec des voiles faites de tissu africain. Donc, bon, la réflexion sur l'Empire britannique est relativement transparent, et aussi l'idée de mettre à Trafalgar Square comment dire, domestiquer le navire de Nelson en le mettant dans une bouteille, comme petit jeu de cirque. C'est une manière de peut-être prendre pouvoir sur le pouvoir impérial. Alors, pas tout le monde était content.
il y a des gens qui disent non, non, nous sommes contents d'avoir, en fait tout le monde a, les deux autres statues, c'est Havelock et Napier. Tout le monde les a oubliés, franchement. J'ai dû regarder pour voir que c'était des héros de l'Empire britannique. Néanmoins, il y a une partie de l'opinion qui dit oui, en fait, des héros de la politique étrangère, c'est ce qu'il faut au centre de Londres, à la place Trafalgar, Trafalgar Square. Et alors, pendant 6 mois, les conservateurs, d'un point de vue artistique, ont réussi à imposer qu'il y a une statue, donc traditionnelle, dans le sens que l'interprétation est très simple, c'est un hommage pour célébrer cet héros. Et c'était Keith Park, qui était un pilote néo-zélandais qui se battit en Angleterre contre les avions allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, il y avait une petite lutte de pouvoir quelque part où le Royal Society Vault avait réussi à imposer que voilà, c'est l'art contemporain comme ici. Mais quand même, ils ont été obligés de laisser une petite place pour une vision beaucoup plus traditionnelle de ce qui devrait être la place publique, sur ce qu'on veut célébrer et mettre en avant, même si le fond de la statue est un petit peu plus réaliste et moderne de ce point de vue-là. Néanmoins, ce n'est pas de l'art conceptuel. Mais dès qu'il est reparti, Keith Park, on est revenu là où on était avant, et l'œuvre de Anthony Gormley, et vous le voyez ici d'ailleurs, il va être au musée Rodin, où il a bien commencé, où il va commencer bientôt une exposition au musée Rodin. Il a fait quelque chose qui réunit différents courants d'idées de l'art contemporain, parce qu'il voulait une œuvre qui puisse impliquer le plus grand nombre. Alors ce qu'il a fait, il avait 6 mois, et il a fait un site web, il a demandé au maximum de gens qu'est-ce qu'ils voudraient faire pendant 1 heure sur le 4e socle. Et donc jour et nuit pendant 6 mois, il y avait 2400 personnes qui sont venues avoir leur heure, et ça c'est un monsieur, je ne sais pas qui c'est, qui voulait mettre, mais est-ce que c'est de l'art pendant 1 heure là-dessus? Bon, bien sûr, il fallait des gardiens de sécurité, et aussi vous voyez qu'il y a des filets, mais c'était cette idée qu'il voulait que ça implique les gens. Alors qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Dans le contexte de Trafalgar Square, avec ses statues militaires, ses statues d'honneur et ses statues historiques masculines, cette élévation de la vie quotidienne à la place autrefois occupée par l'art monumental nous permet de réfléchir à la diversité, à la vulnérabilité et à la particularité de l'individu dans la société contemporaine. Et notamment quand il a fait sa sélection, il faisait attention d'avoir des gens de toutes les régions de l'Angleterre, mais aussi que les différentes minorités ethniques soient bien représentées. Je ne peux pas, il y en a beaucoup plus qui ont fait le 4e socle, mais je vous en montre encore 2. Alors là, c'est The End de Heather Phillipson, alors cette fois une Britannique, là voilà, on n'a pas l'air très heureux, mais moi. Et vous voyez que ça représente la crème fraîche avec une cerise et une grosse mouche. Il y a aussi un drone qui filme les gens devant et retransmet sur Internet les personnes qui sont devant. Donc il y a un certain élément d'implication d'un grand nombre de personnes, mais il y a aussi l'idée que, et elle a dit dans une interview, il n'y a pas que le beau qui est intéressant, le dégoûtant, c'est fascinant. Et alors ça, on va revoir, mais c'est une idée de l'élargissement de l'objet artistique, on n'est pas du tout obligé de chercher le beau. On peut chercher ce qui pousse à réfléchir ou carrément le dégoûtant. Cette artiste noire britannique d'origine de Malawi a fait entrer, donc ça c'est avant qu'il mette sur le 4e socle, il y a été installé par la suite. Il fait entrer l'histoire coloniale, l'histoire impériale dans l'espace public du 4e socle, et en fait, par contre, il faut une petite explication. On voit deux personnes avec un chapeau, alors sans explication, vous n'avez pas compris grand-chose, et en fait, ça reproduit une photographie de 1914 de John Chilembwe, prédicateur baptiste noir et panafricaniste,
et de John Chorley, missionnaire européen. Et c'est une photo qui a été prise lors de l'inauguration d'une nouvelle église. Et ce qui est remarquable, que vous n'avez pas remarqué, mais c'est normal, c'est que l'homme noir porte un chapeau. À l'époque, les Noirs n'avaient pas le droit de porter un chapeau en présence d'un blanc dans la colonie anglaise de ce qui était le Nyasaland et qui est aujourd'hui le Malawi. Chilembwe, un an plus tard, va prendre la tête d'un soulèvement contre le régime colonial et être tué. Et donc, c'est une scène symbolique du passé, mais aussi c'est une scène où, si les gens n'ont pas envie d'aller chercher pourquoi, ils ne vont pas savoir. Donc, c'est un courant de l'art contemporain dans le sens que l'histoire impériale est tellement centrale à l'histoire contemporaine britannique, le multiculturalisme, etc., et puis la décolonisation, qu'il n'est pas surprenant qu'il entre sur la scène de l'art contemporain. L'année dernière, pour finir avec la quatrième plate, l'année dernière, lors de la mort d'Elisabeth II, vous saviez qu'elle était morte, oui. Okay. Il y a eu une demande, une petite campagne de la presse conservatrice. Voilà, enfin, on sait ce qu'il faut faire du quatrième socle. Il faut mettre une statue de la reine Elisabeth II. Donc il y a encore ces voix un peu mécontentes des aléas de l'art contemporain. Alors passons à notre dernière institution, et c'est le prix Turner, qui a été fondé en 1984, nommé d'après le grand artiste du début du 19e, Turner, que je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas le temps. Et chaque année, ça compense le meilleur artiste, pas pour une œuvre, mais pour une exposition, si je me rappelle bien, le meilleur artiste britannique. Donc cette fois, c'est tous des Britanniques. Et il faut dire qu'ils ont tendance à privilégier l'innovation. Et ils n'ont pas peur de faire gagner des œuvres qui sont moins accessibles au grand public et donc plus controversées. Alors je vais vous montrer le premier, c'est Susan Phillips qui a gagné en 2010. Et en fait, elle voulait parler de l'esprit communautaire de Glasgow, de l'esprit de la communauté de Glasgow. Et elle avait remarqué que chanter de la musique en groupe était très important à la culture de Glasgow. Et alors son œuvre, c'est qu'elle chante des chansons de travail très très vieux sous les trois ponts qui étaient des endroits importants pour les travailleurs et où les pubs étaient le centre de la vie musicale populaire de la ville. Et alors vous avez vu que c'est différent, c'est éphémère, hein. Elle a fait le 12 juin, ou je ne sais pas, voilà, elle chante sur trois endroits. Bien sûr, avec l'internet et les vidéos, ça permet de garder une trace, mais on est très loin de l'idée qu'il voilà, il y a la peinture, la sculpture, et puis c'est quoi cette histoire de chanter sous des ponts? C'est-à-dire que dans la forme, elle a pu, alors qu'elle a chanté en fait trois versions du Complaint écossaise, et donc elle a gagné avec cela. L'année suivante, c'est également quelque chose que, en tout cas, que je considère pas très facile d'approche. Vous le voyez à gauche, la sculpture qui s'appelle « Est-ce que les mots ont des voix ?» Alors, voilà, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est pas si évident, c'est pas comme le cheval à bascule ou le navire dans la bouteille, où quand même il y a des débuts d'interprétation déjà esquissés. Et alors, qu'est-ce qu'il disait là-dessus le journal, le Guardian, avec son installation sculpturale calmement atmosphérique et lyriquement automnale, rappelant un parc urbain mélancolique avec ses arbres métalliques et ses feuilles de papier éparses, Martin Boyce a été annoncé comme le lauréat du prix Turner. Alors bon, comme je dis, quelque chose de moins évident pour le grand public, en tout cas. 2012, c'était une vidéo qui a gagné. C'était la chorale de Woolworths en 1979. Alors il y a eu un terrible incendie en 1979 à un des branches du grand magasin Woolworths.
Et alors là, elle présente un peu le film de l'Ancien-Samedi avec du chant et avec des extraits. Encore une fois, je vais pas beaucoup en parler. Qu'est-ce qu'il disait le Guardian? Il y a des silences, des éclats de musique, un formidable jeu de mots et d'images. Bon, mais je pense qu'on peut dire que c'est plutôt un public plutôt au fait de l'art contemporain à qui on s'adresse. Ce qui est un petit peu le même cas plus récemment en 2017. Alors le Bain Imit, elle fait entrer, encore une fois, dans beaucoup de son travail, elle fait entrer l'histoire impériale. Elle a fait d'autres œuvres, pas celui-là, elle fait d'autres œuvres sur les Noirs à Londres dans le XVIIIe siècle, dont on parle très peu. Il y a ceux qui étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, mais souvent des esclaves qui accompagnaient le maître, et elle voulait les remettre sur la scène publique. Mais dans celui-ci, c'est un travail qui s'appelle A Fashionable Marriage, et c'est d'après un dessin connu en Angleterre parmi les aficionados, Mariage à la mode, en français dans le texte, de William Hogarth, un satiriste et artiste du XVIIIe siècle. Et effectivement, elle retravaille d'une façon très moderne, il y a Margaret Thatcher et Ronald Reagan là-dedans, elle retravaille d'une façon très moderne le satire du XVIIIe de Hogarth, mais encore une fois, comme vous le voyez, il faut être un peu au courant, il faut déjà connaître. Je pense que sans la référence à Hogarth, c'est moins impressionnant. Voilà, c'était des institutions, la Tate Gallery, le 4e socle et le prix Turner que j'ai choisi un petit peu au hasard. Et je vais passer dans un instant à une petite collection d'artistes, mais d'abord encore un mot de ceux qui ne sont pas trop contents de l'art contemporain en général, parce qu'ils trouvent que c'est pas l'art ça. Et ces gens, donc dirigés par la presse conservatrice, ont mis en place le Not the Turner Prize, qui a eu un certain succès. C'était également 20 000 livres, et vous pouviez envoyer, et alors le ton du concours, c'était « Envoyez-nous des vraies œuvres d'art, pas comme ceux qu'on voit dans le prix Turner ». C'était une protestation contre le Turner Prize. Et alors, si vous essayez d'imaginer ce qui considéraient étaient de vraies peintures de vrai art, essayez de les garder en tête. Je vais vous montrer 3 exemples des finalistes. Voilà un, et voilà un deuxième, et voilà un troisième. Et donc, ceux qui les défendent disent, bon voilà, l'objectif de l'art, c'est de représenter le beau, et alors c'est du vrai art, là où les autres ne sont pas. Et bien sûr, les défenseurs de l'art contemporain disent, ça n'apporte rien de nouveau. Ça n'apporte rien de nouveau, c'est refaire des choses qui ont fait de très nombreuses fois, parce que l'art contemporain en général défend l'idée qu'il faut faire du nouveau. Il faut regarder les choses de façon différente, même peut-être, mais ça peut sembler un petit peu arrogant, c'est bien de faire réfléchir les gens. Alors, voyons voir notre... J'avais 12 artistes, mais j'ai fait la répétition, c'est trop long, alors vous en aurez droit qu'à 9. On va commencer avec un des plus connus, Henry Moore, un sculpteur mort dans les années 80, qui travaille généralement sur... ça, c'est une de ses premières œuvres pour le QG de la BBC. C'est le vent de l'Ouest ou le vent d'Est, un des vents. Mais généralement, il est connu pour des figures humaines, ou bien en famille, ou bien le corps féminin. Là, c'est un peu en famille. Là, on a le corps féminin, et il y en a d'autres. Et parfois, un peu plus abstrait, mais néanmoins, à chaque fois, c'est marqué femme allongée ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un côté très traditionnel, parce que utiliser le corps de la femme avant le corps de la femme, c'est tout à fait dans la tradition de l'histoire de l'art, qui est plutôt dominé, c'est pas un grand secret, par des artistes masculins. Mais je pense que c'est assez intéressant ce qu'il fait avec les figures. Ils sont jamais érotiques, ils sont vraiment jamais érotiques. Ils sont solides et fortes, il y a vraiment une force humaine. Moi je les trouve très humanistes, c'est mon idée. Et l'autre chose qui est très remarquable, c'est l'importance de l'emplacement.
Alors il y a un jardin de sculpture de Henry Moore dans le Yorkshire, c'est au milieu des moutons, littéralement, dans des grandes collines vertes. Ça fait un grand succès, il a fini par gagner beaucoup d'argent, parce qu'un peu partout dans le monde, sauf en France. En Allemagne, il y en a dans chaque ville, et en France, il y en a 3 ou 4 en tout. Ça n'a jamais tout à fait marché en France. Mais il a réussi à avoir donc ces monuments. Il a aussi travaillé comme artiste de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a notamment produit ces dessins qui sont des gens qui se couchent dans le métro pour se protéger des bombes. Voilà, connu pour ça. De temps à autre, c'est plus abstrait, mais généralement, c'est plutôt, voilà, c'est des grandes figures assez monumentales. Il avait un certain aspect politique, il a toujours refusé d'être anobli ou de recevoir n'importe quelle médaille de la part de la reine. Il avait donné ses raisons, il avait refusé, il avait dit pourquoi, mais où est-ce que je le trouve? Oui, il a dit... Ah oui, s'il acceptait la médaille de la reine, cette distinction le ferait passer pour une figure de l'établissement et que, je cite, un tel titre pourrait me couper de mes collègues artistes dont le travail a des objectifs similaires aux miens. Donc il s'opposait un petit peu au système vedette. Il n'a pas trop, son objectif c'était pas trop de faire des sculptures politiques dans le sens le plus limité, le plus strict du terme. Il y a peut-être une exception. Exactement 25 ans après la première explosion nucléaire contrôlée en laboratoire à Chicago, on lui a demandé, fait une commission, de représenter l'énergie nucléaire, et donc il a sorti ceci. Alors il n'y a pas du tout d'interprétation unique, mais ça me semble tout à fait raisonnable. Ceux qui ont dit qu'il y a peut-être un crâne humain, qu'il y a un côté pas si positif de l'énergie nucléaire, voire un champignon d'une explosion nucléaire. Henry Moore, donc un des grands, il était fils de contremaître dans les mines. Hein. Il venait de je ne sais pas comment décrire socialement, mais c'était pas la famille qui était tout en bas, mais n'empêche que c'était pas du tout une famille de l'élite. Une autre sculptrice, donc Barbara Hatworth, qui est décédée en 1975, avait la particularité, comme vous imaginez, quand elle était active, quand elle a commencé en tant que sculptrice dans les années 20, vous avez imaginé combien de femmes il y avait dans le milieu des sculpteurs de l'époque, il y avait elle, quoi. Et alors, certainement, comment dire, un courage nécessaire pour faire ce genre de travail. Elle a travaillé à la Leeds School of Art et elle a eu besoin d'une bourse de l'État pour le faire. Alors, je ne sais pas si elle était franchement pauvre, mais bon, encore une fois, pas quelqu'un de l'élite. C'est là où elle a rencontré Moore, et elle a aussi travaillé avec Ben Nicholson, Ivan Hitchens, Naum Gabo. Ils avaient le petit bande, si vous voulez. Elle a été anoblie en 1965. À la fin, elle est morte en incendie de son studio, c'est un peu affreux. Elle produit donc des choses plus abstraites que Moore. Il ne s'agit pas de figure humaine. C'est peut-être son plus connu parce que c'est devant le bâtiment des Nations Unies à New York. Alors c'est vrai que emplacement pour emplacement, on ne peut pas être mécontent d'avoir sa sculpture. Elle a travaillé, celui-ci, c'est une des plus connues, c'est Hommage à Mondrian, Crucifixion, Hommage à Mondrian. Et c'est bien après sa mort, c'est il y a 10-15 ans, peut-être je vais vite, qu'ils ont ouvert un musée à Wakefield, sa ville de naissance, dédié à son travail. Donc elle faisait tout cela, ce sont ces objets. De temps à autre, généralement à l'extérieur, encore une fois l'importance de l'emplacement, mais parfois à l'intérieur, vous verrez, voilà, à l'intérieur, des plus petites, avec des ficelles et tout ça, ou des formes spéciales de ce genre. Alors, on va passer à la peinture, et peut-être si vous avez
bien pris des notes, vous aurez remarqué que Lowry était parmi la liste des artistes préférés des Anglais. Sur les 10, et les 10, c'était Michel-Ange, Picasso, et donc bon, pour les Anglais, il est vraiment extrêmement bien aimé, et pourtant il était parfois considéré par le milieu artistique comme un peintre de dimanche. Et alors, c'est vrai que toute sa vie, il a travaillé pour une compagnie de propriétaires d'immobilier, il devait collecter le loyer, hein, il l'a fait toute sa vie. Et il était de la classe ouvrière, donc là on voit le genre d'endroit où il vivait, donc dans le Lancashire, la meilleure partie de l'Angleterre. Ça c'est une œuvre assez typique de Lowry, où il choisit, à un moment où presque personne ne le faisait, il choisit de peindre le paysage urbain et industriel. Et aussi avec une partie pris très importante parce que très souvent c'est des moments de loisirs. Là c'est le match de foot, je ne sais pas si vous voyez à côté, mais il y a aussi, et en même temps il y a toutes les usines, etc., tout le monde dans le masque. Et si vous voyez le positionnement des bonhommes et des bonnes femmes, personne n'a l'air bien joyeux, hein. C'est relativement dépressif comme vision. Là, encore une fois, ils sont là, bon, donc c'est la fête foraine, mais bon, vous voyez qu'ils sont à la fois par leur forme physique et aussi par leurs attitudes, mais par contre, effectivement, c'est adoré par le public. Mes parents en avaient chez eux. Ce qui est intéressant, c'est que les autres choses qu'ils avaient chez eux, c'est tout à fait classique. Franz Hals, des choses que personne ne peut contester, les Flamands du XVIIIe siècle, et puis Lowry. Quand de temps en temps on voit de plus près, on voit les victimes de la guerre, et puis en général, bon, on ne peut pas dire qu'ils sont remplis d'une grande joie. Après sa mort, donc, deux grands monuments. D'abord, la statue, très moderne, bien sûr, cette idée d'avoir une statue assise pour qu'on puisse s'asseoir à côté pour faire un selfie. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai. Et aussi, ils ont ouvert, encore une fois, un musée dédié à Manchester, The Lowry, ça s'appelle, où il y a une grande collection de ses œuvres. Il est mort à l'âge de 88 ans en 76. Il avait gagné peu d'argent, il a laissé un quart de million, qui à l'époque, il faut dire, bon, peut-être 2 millions d'euros aujourd'hui. Donc il avait fini par percer, mais pendant des décennies, il était peu respecté par le milieu, mais adoré par le public, et c'est un des très très peu d'artistes. Quand il est mort, il y a eu une chanson populaire écrite, une chanson pop écrite pour lui, au sujet de lui, qui a été numéro 1 du top 50 pendant 3 semaines. Et alors, ça rejoint de tout petits groupes d'artistes qui ont des chansons populaires écrites sur eux. Il y a une très célèbre sur Vincent Van Gogh. Il y en a sans doute d'autres. Oui, il y en a sur Picasso, mais c'est un peu sarcastique. Une chanson sarcastique sur Picasso. Voilà, alors, très connu dans le milieu de l'art moderne international, né en Irlande, de parents anglais. C'était un peintre figuratif connu pour son imagerie audacieuse, austère, graphique et émotionnellement brute. C'était marqué dans Wikipédia, en tout cas. Lui, il choisit donc quand même la forme humaine, mais l'être humain est déchiré, attaqué, donc on est bien conscient que son objectif, ce n'est pas du tout de représenter le beau, mais de représenter la destruction. Alors je pense que c'est une vision, bien sûr, de toute façon au XXe siècle, au XXIe siècle, on ne manque pas
de raison de vouloir, il y a assez d'événements violents pour avoir des idées, pour montrer des corps d'échiqueté, mais aussi je pense que lui il était homosexuel à une période où la haine de l'homosexuel était la norme, et donc je pense que quand même ça joue là-dedans. De temps à autre il fait des références artistiques, là c'est un archevêque qui hurle et qui se dissout en même temps, et c'est basé sur une œuvre de Velasquez. Celui-là, c'est le même. Voilà, il avait une certaine inspiration religieuse dans la forme. Hein. D'abord le triptyque, donc c'est une forme religieuse classique, souvent la crucifixion au milieu et puis d'autres cirques des deux côtés. Mais les siens, parfois, c'est extrêmement violent. Ça, c'est mon préféré, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Hein. Après, c'est vrai que si vous avez votre beau-frère qui trouve que l'art c'est fait pour représenter le beau, il ne va pas aimer. Voilà. Et c'est vrai que l'avoir dans sa salle de bain, c'est moyen comme positionnement, il vaut mieux qu'il soit dans une galerie. La dernière chose sur Francis Bacon, c'est qu'il a fait une manière tout à fait originale de trouver un amoureux. Alors, bon, d'accord, il n'y avait pas des applications à l'époque, mais quand même, son grand amour, avec qui il était pendant de très longues années, il a trouvé quand le gars a essayé de cambrioler sa maison. Alors c'est vrai que quand on n'a pas d'application, on peut toujours draguer les cambrioleurs. Je ne sais pas si ça marche, vous me direz. Il utilise beaucoup aussi la crucifixion comme forme. Alors passons au membre le plus célèbre sans doute du groupe, c'est pas un groupe constitué, mais pendant les années 80, on parlait des Young British Artists, les jeunes artistes britanniques, qui en fait avaient fait les beaux-arts et se sont établis dans un quartier un peu délabré de Londres où le mètre carré n'était pas cher, et ils ont vraiment réussi à trouver un marché. Et pendant quelques années, la Grande-Bretagne, c'était au centre, les Young British Artists, c'est très stressé, amen. Alors, sa particularité, d'ailleurs, c'est intéressant qu'il ait fait les Beaux-Arts. En fait, dans tout ce que je vous ai montré, presque tout le monde a fait les Beaux-Arts. Hein. C'est-à-dire que dès 1945, même avant pour Montréal, l'idée qu'on devient artiste en passant par un truc formel, avec l'exception de Lowry qui a fait un peu, mais bon, là aussi clairement, c'était quelque chose d'établi, hein, que l'artiste soit un peu un métier, c'est intéressant comme idée. En tout cas, la spécialité d'Aimee, c'est de représenter sa vie intime dans la galerie. Alors ici c'est une tente et ça s'appelle Everyone I Have Ever Slept With. On peut traduire ou bien tout le monde avec qui j'ai dormi ou bien tout le monde avec qui j'ai couché. Et c'est une liste de noms qui comprennent tous ses amants, mais aussi les copines d'enfance avec qui elle a fait des pyjama parties, et aussi les 2 noms qu'elle a donnés au fœtus avorté quand elle a fait des avortements. Donc vous voyez qu'il y a une mise en scène de la vie intime qui est surprenant. Et puis aussi, je pense que c'est tout à fait de l'art conceptuel, dans le sens que ce qui est important, c'est pas le savoir-faire de pouvoir mettre c'est fait un peu en broderie, c'est pas difficile à faire, c'est pas le problème, c'est l'idée, et elle va avoir d'autres aussi. Ici, nous avons également de la broderie. Je ne m'attends pas à être mère, mais je m'attends bien à mourir toute seule. Alors, interprétation ouverte, mais pour moi, on a la broderie. La broderie, c'est très domestique. Et en général, on s'attend à ce que ce soit marqué. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Où les mamans sont le meilleur ami du garçon, je ne sais pas, quelque chose de très très convenu. Et donc le contraste avec ces messages-là, assez déchirant, c'est intéressant. Celui-ci, c'était peut-être le plus controversé. C'est-à-dire mon lit, et il a été finaliste pour le prix Turner, et la presse conservatrice a été très en colère. En fait, elle dit que c'est son lit, après qu'elle ait passé plusieurs jours dedans, parce qu'elle était déprimée, elle a fait une dépression, et il y a tout un tas d'objets, dont des sous-vêtements souillés,
Voilà, ce n'est pas représenter le beau, donc c'est représenter sortir de la maison, sa vie intime et le mettre devant. Elle travaille aussi sur la forme, et c'est quelque chose que j'aime bien, là c'est le néon. Et encore une fois, le néon, ça a un sens dans notre société. En principe, ça devrait être marqué « Buvez Coca-Cola » ou Venez danser à cette boîte de nuit ». Et donc là, par contre, seul Dieu sait que je suis une bonne personne. Donc on a un texte philosophique spirituel avec une forme qui est à la limite le moins spirituel possible l'un dans l'autre. Tu aurais dû m'aimer. Dans le même groupe et dans les mêmes controverses, il y a donc Damien Hirst. Et Damien Hirst a été connu pour un certain nombre d'œuvres. Ça, c'est un des moins controversés. Hein, c'est simplement c'est devant le centre commercial quelque part. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mais vous voyez un peu le genre. Celui-là, ça avait fait un grand bruit. C'est un memento mori dans la grande tradition, c'est-à-dire un objet dont l'objectif c'est de nous rappeler que nous allons tous crever, voilà, que nous allons tous mourir, on va dire. Mais en fait, c'est fabriqué avec des parties d'une crâne humaine et des milliers de diamants et la platine. C'est-à-dire que ça vaut des millions. D'ailleurs, il a été mis aux enchères à 50 millions de livres, mais personne ne l'a acheté. Alors finalement, l'artiste a fait un collectif avec d'autres pour l'acheter lui-même. C'est-à-dire que alors là, je trouve ça un peu intéressant dans la mesure que je considère que c'est relativement transparent, l'idée d'avoir un crâne qui vaut des millions, et l'idée, bon voilà, quand vous êtes mort, vous ne pourrez pas emporter les richesses avec vous. C'est pas très difficile d'accès comme idée. Parfois c'est plus difficile ces choses-là. Celui-là, c'est la possibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un qui est vivant. Et c'est un requin, non, qui est préservé dans une liquide, en anglais on dit formaldehyde, ça doit être similaire en grec et en français d'ailleurs. Là ça a été, je ne sais pas si ça a gagné aussi, c'était du finaliste pour le prix Turner, mais vous imaginez bien que c'était un type de travail que la presse conservatrice n'aimait pas. Et d'ailleurs, le Daily Mail, autour de cette époque-là, a écrit « Depuis 1000 ans, l'art est l'une des grandes forces civilisatrices. Aujourd'hui, des moutons marinés et des lits souillés menacent de faire de nous des barbares. » Donc on voit qu'il y a la panique morale qui est réelle. Alors je vais poursuivre avec quelques artistes moins connus. À mon avis, vous les connaissez pas, mais bon, vous me direz si je dis n'importe quoi. Gillian Wearing. Alors Gillian Wearing, donc, qui est de ma génération. Et elle, une des choses qui était... Alors je sais pas pourquoi ça ne les fait pas défiler, c'est pas très grave. Elle, une de ses idées, c'était encore une fois de impliquer un grand nombre de personnes. Et alors, là il y a 6 exemples, mais vous pouvez voir qu'un seul. Une des choses qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des cartons et elle demandait aux gens d'écrire dessus ce qu'ils voulaient afficher, et puis elle prenait la photo, elle faisait une collection de photos des gens avec le slogan qu'ils ont choisi. Donc là, ils disent notre meilleur ami pour toujours. Oui, ça ne volait pas forcément très haut ce que les gens avaient à dire, mais c'était cette idée de donner la possibilité aux gens d'exprimer. Ça lui a servi quelque part. Elle avait fait beaucoup d'autres travaux, comment dire, qui impliquaient beaucoup de monde, mais elle a été connue tout récemment parce que on lui a demandé de produire, on lui a demandé de produire une statue de Millicent Fawcett, qui était une des militantes pour le droit des femmes au XIXe siècle. Et voilà donc la statue. Et alors c'est la première statue d'une femme dans le Parliament Square. Et ils ont remarqué très récemment qu'il y avait presque que des hommes dans les places publiques et ils ont commencé à changer ça un peu. Et Millicent Fawcett rejoint Mahatma Gandhi et Nelson Mandela juste devant le Parlement.
et tous les autres étant des héros de l'Empire britannique, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc, comment dire, une statue d'hommage un peu traditionnelle, mais il y a la référence aux autres travaux de Gillian Waring parce qu'elle elle tient son petit slogan, le courage appelle le courage. Un de mes préférés, c'est Mark Wallinger, et il a fait un certain nombre de travaux qui sont assez politiques, plutôt de gauche, pas forcément très difficiles à comprendre. Ici, nous avons donc The World Turned Upside Down, le monde à l'envers, et c'est tout simplement un énorme globe, mais au lieu d'Afrique en bas, c'est Afrique en haut, et bon. Donc, une réflexion politique de gauche relativement classique, voilà, le sud global, le nord global, il serait temps qu'on change quelque chose. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la centralité de l'emplacement, parce que pas seulement c'est devant la London School of Economics, l'école d'économie la plus prestigieuse au monde de l'Angleterre, mais même une des 3 ou 4 les plus prestigieuses du monde, mais aussi, de l'autre côté, c'est devant une église. Et alors, vous voyez que c'est une certaine taille aussi, c'est assez imposante, c'est dans la place publique, c'est pas caché dans une galerie, donc c'est pour tout le monde, c'est une décision de comment occuper l'espace public. Mais l'autre, je trouve particulièrement remarquable, et il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire. En Angleterre, pendant la guerre en Irak, qui était très peu populaire, il y a un pacifiste qui s'est installé dans une tente devant le Parlement avec toute une série c'était un chrétien, un pacifiste chrétien, avec toute une série d'affiches contre la guerre et aussi avec plein de petits objets, toujours à symboliser son opposition à la guerre. Et le gouvernement a eu un petit problème juridique. J'ai oublié les détails juridiques, mais il y avait une loi comme quoi, s'il avait été là pendant plus d'1 mois, il ne pouvait pas le virer. Par la loi. C'est un petit trou, une zone grise dans la loi, et alors la police n'a pas pu le virer, il était là pendant 3 ans. Alors ils ont passé une loi exprès pour pouvoir le virer, et c'était que à 1 kilomètre, je ne m'appelle pas si c'est 1 kilomètre et 1 mile, c'est pas très grave, à un certain diamètre autour du Parlement, interdiction de manifester, sans une permission écrite, une autorisation écrite. Et alors, Mark Wallinger a passé des mois à faire une reproduction exacte de l'installation du pacifiste une fois que ça avait été détruit, en trouvant le même tissu, le même type de nounours, le même type, et vraiment passé des mois à faire un truc absolument exact. Et il a présenté dans la Tate Britain, dans une galerie, et il y a une ligne ici. La moitié de l'installation est à 1 kilomètre du Parlement et donc est illégale, et l'autre moitié est à plus d'1 kilomètre du Parlement et donc illégale. Voilà, bon, c'est vraiment de l'art conceptuel, hein, mais je trouvais que c'était une jolie idée, donc c'est de faire réfléchir aux idées d'interdiction, etc. Je crois qu'il m'en reste 2, et je suis dans les temps. C'est formidable et surprenant même. Jeremy Deller, qui est né en 66, donc c'est un peu tous la même génération. Alors bon, j'ai choisi 9 artistes, il y en a 50, il y en a 100. Bon, c'était plutôt pour montrer un peu la variété de ce qui est possible. Et alors Jeremy Deller est intervenu sur des questions de mémoire sociale, de mémoire collective. Elle a ici une de ses œuvres. Alors, vous connaissez, alors c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis et un peu en Angleterre, la reconstitution historique, où vous collectionnez des bénévoles aux États-Unis pour rejouer une bataille de la guerre civile américaine avec très souvent une attention extrême aux détails de l'uniforme, aux détails des objets, c'est un passe-temps comme un autre, hein, ça les empêche de traîner dans les rues. Mais en général, c'est plutôt des événements relativement patriotiques qui sont reconstitués de cette façon. Ils avaient refait la bataille de Waterloo, ils avaient refait. Et alors, Jeremy Deller a fait la même chose, mais pour des moments de bataille dans l'histoire sociale.
Alors ici, il a des milliers de, c'est pas des frais, c'est tous des bénévoles qui reconstituent la scène d'une énorme bataille, pas avec des armes, mais avec des bâtons surtout, entre la police et les mineurs pendant la grande grève des mineurs de 84. C'est une grève qui a duré 1 an et qui a été un moment absolument clé dans l'histoire sociale britannique, dans la mesure que le gouvernement Thatcher a gagné et les syndicats ont été démoralisés pendant au moins 25 ans. C'était vraiment une énorme victoire de Thatcher, la clé, parce que les mineurs, s'ils ont réussi à faire grève 1 an, vous voyez qu'ils avaient une certaine détermination quand même. Voilà, et donc il a refait, alors c'est une réflexion sur qu'est-ce que la mémoire collective, qu'est-ce qui mérite d'être célébré, commémoré, etc. Et bien sûr, s'il avait été plutôt du côté de Thatcher et la police, il ne l'aurait pas fait. Parce que justement, l'établissement s'est oublié ces batailles-là et souligné les éléments d'harmonie sociale qui sont toujours aussi présents dans la société. Un autre, beaucoup moins controversé, c'est qu'en 2014, pour le centenaire, non, en fait, c'était... Je ne sais pas si c'était pas 2016 pour notre centenaire, c'est pas grave. À peu près 100 ans après la Première Guerre mondiale, il a fait cette intervention qui s'appelle We're Here Because We're Here. Et en fait, il s'agissait simplement de trouver des bénévoles, les habiller de uniformes de soldats de la Première Guerre mondiale et les laisser dans différentes villes où ils s'assiedent dans les gares ou dans les jardins publics. Et si les gens s'approchaient, pour poser des questions, ce qui se passait, parce que c'est quand même des uniformes bien marquants, ils ne parlaient pas, mais ils leur donnaient un bout de papier sur lequel était marqué le nom, l'âge et la date de la mort d'un soldat, d'un vrai soldat de la Première Guerre mondiale. Donc un acte commémoratif à un moment où il y avait des centaines d'événements commémoratifs. Alors l'autre chose, c'est que de temps à autre, ils se mettaient à chanter cette chanson. We're here because we're here, because we're here, because we're here. Je peux vous le chanter en entier, mais ça ne finit jamais, vous avez compris. Hein? Et alors, ce qui est une vraie chanson de soldats de la Première Guerre mondiale, et le texte c'est « On est là parce qu'on est là, parce qu'on est là ». Vous avez vraiment un très profond qu'est-ce qu'on fout là, mais avec une musique assez gaie. Donc encore une réflexion, qu'est-ce qu'on veut commémorer, qu'est-ce qu'on ne veut ne pas oublier. Et il sait même aller voir plus loin dans l'histoire, dans la préhistoire, donc en reproduisant Stonehenge, donc le cercle de pierre préhistorique très bien, relativement bien conservé, qui a 6000 ans à peu près, et qui est absolument fascinant parce qu'ils savent que les énormes pierres venaient d'au moins 300 km, 200 km plus loin. Ils savent qu'ils venaient d'ailleurs. Alors, excusez-moi, comment ils sont faits pour les bouger, et puis pourquoi? Et alors, donc il prend ce grand symbole du préhistoire, et alors ça c'est une version où on peut sauter dessous, c'est un peu trampoline, quoi, c'est pour jouer. Et donc bon voilà, c'est le jeu sur ces idées-là. Et mon dernier artiste dont je vais parler, pour nous en tenir à 9 artistes, c'est Banksy. Donc, vous avez vu tout à l'heure, c'était le plus populaire des artistes. Et il est relativement connu en France aussi, hein, mais je vais quand même en parler un petit peu. Alors, lui, il vient du monde du street art, qui est quand même déjà une prise de position, parce que le street art a toujours eu une certaine méfiance de la galerie d'art, qui est quand même toujours un endroit de cérémonie bourgeoise qui peut sembler très difficile d'accès pour une grande partie de la population, même quand c'est gratuit, parce que c'est pas que l'argent qui compte. Et aussi, il a suivi les codes du street art en gardant son anonymat. Donc il y a peut-être des gens qui savent qui c'est, mais moi non. Donc il y a beaucoup de gens qui savent, il ne publie pas son identité.
Alors ceux qui le défendent, ils défendent pour cela et aussi pour une série de prises de position politiques, vous en verrez certains autres. Ceux qui le critiquent considèrent que parfois ça vole pas très haut, que ça peut être des œuvres avec une interprétation presque prête, qui ne permet pas forcément d'aller très loin. Alors il a bien sûr ses amis et ses ennemis. Il y a il fait jouer, alors je l'ai moins mentionné pour les autres, mais le ludique est très très important dans l'art contemporain. Et Banksy le fait jouer beaucoup. Il y a cette histoire, vous l'avez peut-être entendu, où il a mis aux enchères cette œuvre-là. Vous voyez le gros cadre, mais en fait caché dans le cadre il y a une petite machine qui était prête pour découper en lamelles. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est coupé en lamelles là. Et en fait, dès que c'était vendu aux enchères, il a pris secrètement sur sa télécommande et ça fait et ça s'est coupé en lamelles devant tout le monde. Il a produit une vidéo sur tout l'événement qui est extrêmement moqueur envers l'ambiance des enchères de la contemporaine. Et c'est vrai que contemporain, c'est ultra bourgeois. Et il filme les gens, disons, des choses très, très, comment dire, un peu ridicules sur l'art et sur comment ils espèrent que ça dépasse 1 million, pas 1 million, etc. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, en tout cas, selon ce qu'il a dit Banksy, c'était censé détruire entièrement l'œuvre. Mais en fait, ça s'est bloqué à un moment et c'est resté comme ça, à moitié détruite. Et alors, vous imaginez la suite. Oui, puis ça valait encore plus cher par la suite. Alors, ce qui est fabuleux quelque part, parce que c'est l'ironie, c'est l'arroseur arrosé aussi. Certaines de ces œuvres, pas très complexes, je veux dire, sympathiques. Le ludique, donc très, très important dans tout cela. Parfois plus sophistiqué. Alors ici, c'était un moment où le service de téléphone en Angleterre est en train d'être privatisé, et avec beaucoup de licenciements, etc. Alors il a produit cette cabine téléphonique traditionnelle, tuée au piolet. Il faut avoir le temps aussi, ça doit prendre un certain temps pour mettre en place. Parfois, il détournait simplement des publicités existantes. Ou aussi, il faisait des interventions diverses. Par exemple, il s'est introduit dans un zoo la nuit, et il a écrit au-dessus de l'enclos des pingouins, « Il y en a marre de tous ces poissons ». Ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'était... Ici, nous avons notre exemple, c'est aux États-Unis. Alors, l'intervention de Banksy, c'est simplement à écrire dessus. Ceci ressemble un peu à un éléphant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que autant c'est du street art, donc pas besoin de payer une galerie, etc. C'est, comme beaucoup de street artistes, c'est seulement possible avec l'Internet. Parce que la seule raison qu'on sait que c'est Banksy, c'est que ça apparaît sur son site. Sinon, ça pourrait être n'importe qui. Et alors, c'est intéressant que il faut la haute technologie pour avoir le street art qui est quand même relativement, il y a moins d'investissement dedans. Oh, ça, c'est un peu moins intéressant, je trouve. Alors, il a ouvert un parc à thème, vous l'avez peut-être entendu parler, un parc à thème, un parodie de Disney. Alors, ça s'appelait Dismaland, c'est un jeu de mots entre Disney et Dismal, qui veut dire misérable. Et alors, il disait que c'était un parc à thème inadapté aux enfants. Il l'avait gardé secret, il l'a ouvert pendant 35 jours et puis il l'a fermé. Il a impliqué une 50aine d'artistes dedans. Il y a une vidéo en français même sur YouTube là-dessus. Et les employés, on leur avait dit de ne pas sourire et de traiter mal, de parler mal à tout le monde. Là, bien sûr, c'est la carrosse de Cendrillon, mais il y a eu un accident. Elle est morte, et il y a les journalistes qui veulent la meilleure photo. Donc, bon, se moquer de Disney, c'était assez jouissif. Les gens, ils aimaient beaucoup. En même temps, il y a des gens qui disent,
se moquer de Disney, c'est comme se moquer de McDo, c'est pas très dur à n'importe qui. Ça ne va pas forcément très haut. À chacun de voir. Voilà donc le château de rêve, mais en version délabrée. D'autres éléments politiques, donc là c'est pour dénoncer les prisonniers américains illégaux dans les prisons dans une base militaire à Cuba. Sur le Covid, tout simple mais sympathique, où l'infirmière est devenue le super-héroïne. Et l'année dernière, donc, quelques interventions en Ukraine. Il est allé en Ukraine pour faire quelques interventions. Là, vous voyez le petit qui terrasse le grand, c'est censé être l'Ukraine qui terrasse la Russie. Il avait aussi fait une intervention en Palestine où il avait ouvert un hôtel. Et l'hôtel, toutes les fenêtres donnaient sur le mur israélien qui empêche les Palestiniens d'aller presque où que ce soit. Et donc c'était exprès, c'était un hôtel, on pouvait payer pour y aller dormir, mais en fait, tout ce qu'on voyait par la fenêtre, c'était le mur de la séparation. Donc bon, évidemment, c'est partiellement à comprendre comme des interventions médiatiques. Alors je suis très content de moi parce que j'ai tenu en 1 heure et 3 minutes. Et alors, donc pour conclure, bon, j'ai voulu introduire, hein, donc si j'ai eu 3 minutes par artiste, bien sûr, je ne suis pas allé très très loin, mais j'ai voulu souligner la variété, l'importance de l'art conceptuel, l'importance de l'emplacement des œuvres et de l'occupation de l'espace public, le côté ludique, et puis peut-être enfin cette idée que finalement l'establishment des beaux-arts, les art schools, ça a occupé son domaine. Hein. Alors contrairement dans le street art, c'est un petit peu différent, il y a d'autres street artists. Alors la difficulté avec le street art, c'était est-ce qu'il y a un street art britannique? C'est de plus en plus international. Vous faites le tour de Londres et celui-là c'est un japonais qui a pas ça et c'est un danois. Alors est-ce qu'on peut encore avoir un art contemporain national? Je ne sais pas trop, mais bon, j'espère que ça vous a intéressé l'introduction à l'art contemporain britannique aujourd'hui. Merci.